C'est encore revenu. Je pensais avoir laissé ça derrière moi, mais faut croire que non. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, impossible de dormir. Alors je me suis dit que j'allais regarder pour la 23e fois Piranha 3D d'Alexandre Aja. Mais rien n'y fait, il y a quelque chose qui cloche. Je suis là, seul, chez moi, ça fait des jours, peut-être des semaines, je sais pas. Le confinement quoi. Faut surtout pas que ça s'arrête. C'est le moment idéal pour redécouvrir des classiques de la musique, de la littérature. C'est même le moment parfait pour manger le plus possible. Et le tout, même en apprenant une nouvelle langue. Mais là tout de suite, je crois que j'ai envie de revoir quelques films. Avec des thèmes plutôt actuels. Je ferais bien un petit feel good movie, moi. Hunger de Steve McQueen, sorti en 2008. Steve McQueen, le réalisateur, et non pas l'acteur des années 60-70, bien sûr. La quasi-totalité de l'histoire, hormis 2 scènes, se passe en prison. On y suit en fait des prisonniers de l'IRA, donc l'armée républicaine irlandaise, qui sont des prisonniers politiques, mais à l'époque, c'est pas considéré comme tel. Et c'est pour ça, pour faire valoir ce statut, qu'ils vont entamer une grève de l'hygiène. Et cette grève de l'hygiène va évidemment provoquer des rapports de force très violents entre les gardiens de prison, qui représentent un peu le gouvernement, et ces prisonniers qui ne se laissent pas faire. On suit d'autant plus en fait le meneur de ce mouvement qui s'appelle Bobby Sands, qui est incarné par Fassbender dans le film, qui lui va encore accentuer ce rapport de force en faisant une grève de la faim, qui sera ensuite suivie par d'autres. Alors pour moi, Hunger, c'est un film d'une virtuosité vraiment rare, mais c'est aussi un des films les plus durs que j'ai pu regarder. Là, on va vraiment montrer en fait jusqu'où on est capable d'aller physiquement et mentalement pour aller défendre une cause. Et tout dans le film est fait pour faire ressentir cette douleur et cet engagement. Et ça se voit même dans la réalisation. C'est difficile de dire que ces plans sont magnifiques, c'est vraiment dur. Mais par contre, ils sont d'une justesse rare et incroyable. C'est difficile évidemment de ne pas parler de ce plan séquence de 17 minutes qui est juste un seul dialogue. Il est assez incroyable aussi. Et évidemment de cette transformation physique de Michael Fassbender qui est absolument terrifiante tout au long du film. Alors je pense que c'est un film très important de regarder, politiquement et cinématographiquement, mais peut-être pas à regarder tous les 6 mois évidemment, un peu lourd. Alors jusque là je l'ai pas dit, mais évidemment c'est une histoire vraie. Et quand je parle de grève de l'hygiène, évitez peut-être de manger pendant que vous le regardez. Alors vous avez peut-être reconnu, je viens de jouer le thème de The Fog de John Carpenter qui est sorti en 1980. Alors l'histoire de The Fog se passe dans une petite ville au bord de la mer. C'est une petite ville, on dirait presque un village, tellement tout le monde se connaît et tellement on a l'impression que c'est coupé du monde. Cette petite ville est absolument tranquille, en train de préparer son centenaire. Et cette tranquillité va être perturbée par quelques événements, dont le meurtre de certains pêcheurs, et surtout par l'arrivée de cette brume qui va surplomber la ville, qui est absolument intense, surnaturelle et lumineuse, qui envahit peu à peu les rues et rend la ville absolument dangereuse et infréquentable. Alors c'est peut-être pas le film de John Carpenter dont on parle le plus. Pourtant, moi, c'est un des films qui m'hypnotise le plus. À chaque fois que je le mets comme ça, je suis absolument absorbé par l'ambiance du film. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment retenir de The Fog. C'est vraiment l'ambiance, parce que l'histoire, c'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, et les personnages sont pas non plus extraordinaires, mais par contre, l'ambiance qui s'en dégage est absolument fantastique. La réalisation de The Fog est vraiment lente, très rampante. Alors c'est pas une surprise venant de John Carpenter, mais là, le fond et la forme fusionnent vraiment. La réalisation, c'est le brouillard. Et c'est ça que je trouve absolument génial avec The Fog, c'est que c'est un pur film d'ambiance. Je vous le conseille pour vos nuits sans sommeil, et si vous êtes réceptif à ce genre de cinéma comme moi, vous allez être complètement hypnotisé.
Suicide Club de Sonotion, sorti en 2001. Alors là, on est vraiment dans le vif du sujet concernant l'isolement, la perte de repères, de communication avec les autres. Moi, c'est un film dont j'ai beaucoup entendu parler, surtout dans les années 2000, dans des revues de cinéma bis, parce qu'il se traînait vraiment une réputation sulfureuse de film ovni. Je l'ai vu bien des années plus tard, quand je me suis finalement intéressé au cinéma de Sonotion, qui est pour moi un cinéaste injustement méconnu, même de la part des cinéphiles. Je pense que ça s'explique parce que toutes ses œuvres s'inscrivent vraiment dans la culture japonaise, mais aussi parce que c'est d'une extrême liberté. Et ça peut en déstabiliser plus d'un. Il excelle vraiment dans le drame, mais aussi la comédie, et en un claquement de doigts, dans quasiment tous ses films, on passe à des extrêmes absolument pervers, voire gore. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment typique de Sonotion. Et ce film d'ailleurs ne fait pas exception. C'est pas son meilleur, mais c'est celui qui est le plus connu parce qu'il a réussi à pénétrer le marché américain. Alors il s'ouvre sur une scène assez fameuse. Je vais vous la montrer. Alors cette fameuse scène, la voici, c'est vraiment le tout premier truc qu'on voit quand on lance le film. On y voit donc 54 lycéennes qui vont se suicider dans la joie et la bonne humeur. C'est vraiment montré comme ça. C'est vraiment un suicide collectif joyeux. Et ce suicide collectif va provoquer des vagues de suicides dans tout le pays, absolument inexplicables et inexpliquées. La police va essayer d'enrayer ce phénomène sans vraiment y arriver. Moi, ce que je trouve très intelligent avec ce film, c'est qu'il parle de thèmes qui sont assez durs, comme la perte de communication avec les gens, et surtout du fait qu'on est de plus en plus entouré, et pourtant qu'on communique de moins en moins. Et ça, c'était en 2001 déjà. L'autre grand atout du film, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de personnage principal, vraiment. Et s'il fallait vraiment trouver un personnage principal, ce serait la société. Et on suit vraiment les péripéties de cette société qui va descendre aux enfers, quoi. Alors, je triche un peu, je ne vais pas vous montrer cette scène en entier, parce que ça serait quand même dommage. Mais par contre, regardez ce film, je pense que c'est important de le regarder, c'est pas forcément beau à voir, mais par contre vous ne regretterez pas ça. Pour finir, j'ai envie de vous parler d'un film un tout petit peu plus connu, je pense. Ça parle d'un couple qui va dans une cabane dans les bois abandonnés. Ça parle de Necronomicon, de démons. Je pense que vous voyez tous de quelle série de films je parlais. La vraie question c'est duquel ? Bon, je pense que tout le monde a deviné de quelle série de films je voulais parler, donc c'est la série des Evil Dead. Et je veux parler en particulier du numéro 2. Alors pourquoi le numéro 2 ? Parce que je pense que c'est le meilleur. On est beaucoup à s'accorder là-dessus, et donc c'est pas très original de dire ça. Mais pourquoi c'est meilleur pour moi ? Alors je pense que c'est là où Sam Raimi est allé vraiment au bout de ce qu'il voulait faire. C'est un film qui est à la fois hilarant et terrifiant. Et pas hilarant une scène après l'autre, non, hilarant et terrifiant en même temps. Moi, il y a des scènes qui m'ont fait hurler de rire alors que c'était d'une violence absolument inouïe, avec des effets gore qui, pour moi, tiennent encore la route alors que ça a été fait en 1987. On sent d'ailleurs la patte de Sam Raimi qui est très affirmée dans celui-là, encore plus que dans le premier, avec des séquences très cartoonesques, même dans les mouvements de caméra, qui des fois ont même des bruitages. C'est presque dessin animé comme truc. Et tout ça au service d'une esthétique complètement horreur et gore, quoi. En fait, c'est un petit peu comme si Abbott et Costello refaisaient Massacre à la tronçonneuse, quoi. C'est absolument génial et jouissif. Bon, j'ai assez parlé, je vais m'en faire un petit. Fire burning